Bonjour à tous, on va aujourd'hui pas faire une vidéo avec Eric. On parle des solutions en agroécologie, en agriculture. On vous a parlé de différentes études, voilà, en faveur de l'agroécologie. Aujourd'hui, on va voir une étude un peu moins, on va dire avec des résultats qui ne sont pas positifs. Une étude d'Arvalis, j'ai pris connaissance hier. Alors, je ne connaissais pas cette étude, je m'y suis plongé dedans hier et aujourd'hui. Donc, vous l'avez ici, évaluation de différents produits de stimulation de l'activité biologique du sol et des végétaux, hein. Synthèse, essai, stimule, biosol 2021-2025. C'est une étude sur 4 ans, hein, 4 ans, c'est bien ça, où ils ont testé le basalte, ils ont testé différents extraits fermentés et on se rend compte à la fin de l'étude où ils disent qu'il n'y a pas d'effet mesuré sur les différents champs, où ils ont fait des tests donc avec le basalte, avec des extraits fermentés, de la lithofère, etc. On va en discuter dans cette vidéo avec Eric. Ce que j'ai pu voir très rapidement hier, c'est par exemple sur le basalte, on voit des dosages assez faibles, à 30 grammes par mètre carré, des parcelles qui sont faibles aussi en termes paramagnétiques. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette introduction. Je voulais vous mettre un peu le contexte. Là, l'idée, c'est d'échanger avec Eric sur voilà, en fait, qu'est-ce que il aurait fallu faire pour que ça marche? Parce que ce qu'on se rend compte là, c'est que dans cette étude sur quand même 4 ou 5 années, ils arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas d'effet. Or, ce qu'on se rend compte dans tes protocoles et dans d'autres études, il y a des effets. Voilà, pour cette petite introduction. Qu'est-ce que tu aurais à dire, Eric, en introduction par rapport à ce que je viens de dire? En fait, si on reprend le protocole dans sa globalité, toutes les bases agronomiques ne sont pas prises en compte. C'est-à-dire que quand on monte un protocole, c'est comme quand on va analyser un sol chez une agricultrice ou un agriculteur. On va analyser les sols dans ses prémices au niveau du pH, du redox, de la conductivité, le niveau paramagnétique, etc., etc. Et ça sur 3 horizons. Donc c'est aussi prendre en considération l'historique de la parcelle au travers de ces analyses. Et on voit dans ces analyses que ces sols ont des niveaux paramagnétiques très très faibles, ce qui en soi n'est pas un problème. C'est-à-dire que nous, dans nos protocoles d'expérimentation qu'on a mis en place, voire même dans des champs d'agriculture ou dans des associations, chez des agricultrices et des agriculteurs, sur des niveaux paramagnétiques très faibles, on a déjà des résultats. Pourquoi? Parce que on n'a pas segmenté les apports. C'est-à-dire qu'on ne va pas apporter un extrait fermenté à part, on ne va pas apporter du basalte à part, on va créer une synergie. Et c'est toute la méthodologie. C'est pour ça qu'on refuse aussi de monter des protocoles où on va segmenter les apports. On travaille vraiment sur la synergie des apports, c'est-à-dire que du basalte seul, pour moi, a peu d'effets, en tout cas au travers des effets recherchés. C'est un non-sens. On va créer une synergie avec des apports de compost, d'engrais verts et de ferments. Alors dans cette étude, on voit qu'ils ont testé donc du lombricompost, ils ont testé du basalte, comme je disais, 30 grammes par mètre carré. Ils ont testé du biochar, du Nutrigeo, des micro-organismes efficaces, de la lithofère, qui est la litière forestière fermentée, des thés de compost oxygénés et des extraits fermentés d'ortie et de consoude. Comment ça se fait qu'ils arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas d'effet alors que des effets, toi, tu en vois chez des agriculteurs, des viticulteurs avec qui tu mets en place des protocoles? Alors déjà, c'est multifactoriel. Si on prend un apport de basalte, on sait que si on fait un apport de basalte et qu'on vient mesurer derrière, par exemple, la croissance des plantes, au travers de nos 25 ans d'études là-dessus, on sait très très bien que le basalte au départ va générer un retard de germination par rapport à tout autre apport et que ensuite les plantes qui ont reçu du basalte vont très largement dépasser la croissance des autres, tout augmentant leur seuil de résistance et les effets, elles vont mieux supporter la sécheresse. Donc on va diviser jusqu'à 50% les apports en eau au niveau du sol. Mais ça demande des répétitions et on sait qu'apporter le basalte seul, ça peut faire peur aux maraîchers parce que ça peut générer des retards de germination. Mais si on apporte le basalte en mélange avec du compost, on va voir que là, on va diminuer ces retards de germination et on va très largement renforcer plus tard la croissance et la résistance des plantes. Maintenant, quand je dis que c'est multifactoriel, quand on va apporter des extraits fermentés
Nous, derrière les apports de compost et de basalte, jamais on amène un extrait fermenté seul, comme jamais on amène du basalte seul ou un compost seul. Eh bien, quand on amène ces extraits fermentés de plantes, on va faire très très attention à la qualité du matériel, c'est-à-dire la qualité des buses, la pression, on ne dépasse pas 2 bar 4. Si on dépasse 2 bar 4, on va détruire tout ce qui est vivant à l'intérieur de ces fermentations, et majoritairement les bactéries. Et puis, quand je parle de la qualité du matériel, c'est-à-dire que si, in fine, le matériel a été au préalable utilisé au travers de l'usage des molécules de synthèse chimique, eh bien là, on sait qu'un pulvérisateur qui a reçu des intrants chimiques, c'est un pulvérisateur qui ne peut pas être utilisé ensuite pour aller pulvériser des ferments qui contiennent des champignons, des spores de champignons, des ferments, des bactéries, des enzymes, des choses comme ça. Donc ça, c'est très très important. On doit avoir un matériel qui est totalement propre. Ça, c'est pas stipulé dans le rapport. Après, il faut reconnaître quand même la qualité du travail qui a été fait dans cette étude, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui ont été mesurées, il faut le reconnaître, hein. Il y a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il y a eu 12 sites d'études, mais voilà, on a l'impression, par exemple, sur le basalte, qu'ils ont mis 30 grammes par mètre carré, comme je le disais. Or, sur l'étude, par exemple, à l'université de Newcastle, où ils ont eu plus 20% de rendement sur l'avoine, là, ils ont mis 18 fois plus de basalte. Après, il y a, donc, toi, tu dis dans tes conseils qu'en moyenne, c'est 80 grammes par mètre carré, mais en complément avec les extraits fermentés et les engrais verts, tu vas compléter tout ce que je dis. Donc là, on se rend compte ils disent qu'il n'y a pas d'effet du basalte, mais est-ce que ça pourrait être du fait que, un, ils n'en ont pas mis assez, deux, la complémentarité avec ce qu'ils ont mis, les extraits fermentés ensuite, n'est pas bonne, ou trois, par exemple, on se rend compte que sur les analyses du paramagnétisme, par exemple, leur parcelle était en dessous de 100 micro-CGS. Moi, quand je regarde les analyses de leur parcelle, ce qu'on a là entre les mains, elles sont en dessous de 100 micro-CGS, donc on est sur des sols faibles, et on voit qu'au fur et à mesure des années, il y a une parcelle qui est montée sur les 300 et toutes les autres sont en dessous de 100, voire en dessous de 150. Donc il y a plusieurs questions dans la question, mais déjà sur cet aspect basalte, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ce qui est important de comprendre, c'est que je pourrais avoir des résultats qui sont très très bons sur un sol à plus 50 CGS par rapport à un sol à plus 1080 CGS. C'est-à-dire que si proportionnellement, les gens qui ont un sol à plus 20 CGS amènent des ferments avec le basalte et le compost, donc qui contient des champignons, des bactéries, etc., ces extraits fermentés vont créer un appel de faune, ce qui fait qu'on a toute la mésofaune qui va débarquer derrière. Et donc là, on va avoir un équilibre et ça va être exponentiel. On va faire en sorte que d'année en année, on passe de plus 20 à plus 30 à plus 40 pour arriver à minima à plus 100 CGS pour entrer dans ce que nous on appelle les bons sols. Et un sol à plus 1000 CGS comme j'en vois dans le nord du Vivarais, j'ai pas forcément des résultats si les gens n'ont pas amené de ferments, de bactéries, de champignons, de compost qui contiennent tout ça. C'est juste un sol qui a la capacité d'accueillir la vie, mais il n'y a pas la vie. Et le jour où ces gens-là amènent la vie, ça décolle plein pot. Donc il faut bien nuancer ça. Donc ça veut dire que si je démarre sur un sol qui a plus 20, plus 45 CGS, comme la majorité des sols qui sont là en termes de début d'expérimentation, les apports en basalte sont beaucoup trop faibles. Et en plus, il n'y a pas de synergie, c'est-à-dire ils amènent du basalte seul et c'est complètement décalé par rapport aux apports d'extraits fermentés, etc. Ça veut dire que là, il n'y aura aucun résultat. À minima, sur des sols comme ça, au travers de l'expérience qu'on a et les abacs qu'on a réalisés, à minima, je serais entre 800 kg et 1,5 tonne hectare de basalte. Et je parle d'un basalte qui serait aux alentours de plus 3000 à plus 5000 CGS. On a des basaltes qui vont au-delà de ça. Et là, c'est pas le cas, en fait. Donc, en fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. Je trouve que c'est vraiment dommage de dépenser autant d'argent. On savait très très bien, ils nous auraient sollicité au départ. C'est dommage, on aurait pu créer un bel échange. On leur aurait dit, là, vous allez droit au mur. C'était un échec total, quoi. Pourquoi? Parce que des échecs comme ça, nous, on les a réalisés il y a 30 ans en arrière. Il y a 30 ans en arrière, moi, je réalisais des travaux comme ça où j'échouais à chaque fois. Et c'est comme ça, progressivement, qu'on a compris que ces matériaux ne peuvent pas être travaillés seuls. C'est absolument enseigner aux agriculteurs et aux agricultrices de créer des synergies entre le compost, les engrais verts, le basalte, les ferments, et c'est à partir de là où vous allez créer un humus vivant et vous allez apporter de l'azote sous forme protéique, donc un azote qui a de l'énergie, si vous voulez, qui va favoriser la résistance des plantes.
ce pourquoi l'azote est fait, et non pas pour la croissance. Et là, en fait, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Donc, pour que ça marche, il aurait fallu mettre, au minimum 80 à 150 grammes par mètre carré, c'est ça, hein? Donc déjà le dosage de basalte est trop faible, on comprend que, on ne voit pas d'effet, dans cette étude. Ensuite, ce que je vois là sur le basalte, par exemple, ils ont, la première année mis, juste du basalte et ensuite ils ont modifié le protocole. Ils se sont mis à mettre donc un extrait fermenté de luzerne, plus du miel, mais bon, moi je rappelle, j'ai pris connaissance de l'étude hier, mais de ce que je vois là dans les tableaux, ils ont, parfois donc appliqué l'extrait fermenté, mais pas de manière régulière. J'ai cru comprendre qu'il fallait faire 3 applications, parfois ils arrivaient à en faire 1 ou pas du tout, avec un sol, tu me diras si je me trompe, à un minimum 13 degrés et on voit que c'était pas toujours évident, d'avoir ce sol à 13 degrés. Parfois, il y avait des applications où le sol était à 9 degrés ou à 4 degrés. Donc, est-ce que ceci contribue au fait aussi que les résultats n'ont pas été très marqués? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce que... Là, en fait, tu viens de mettre l'accent sur quelque chose de redoutable, dans le sens où on sait pertinemment qu'un sol sur les 10 premiers centimètres, en dessous de 10 à 12 degrés, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, tu peux apporter n'importe quel ferment, les souches qui sont dans ces ferments ne se développeront pas. En général, il y a déjà une fongistase dans le sol qui est existante. C'est pas une guerre, mais voilà, on n'en est pas loin. Et quand on va amener ces ferments sur une température sur les 10 premiers centimètres du sol qui sont en dessous de 10-12 centimètres, en plus de la fongistase, les ferments qui sont dans les souches qui sont dans ces ferments, bah, toutes ces bactéries, elles vont mourir en fait. Phlogistas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les champignons, ils sont endormis, c'est ça? Non, non, c'est qu'il y a une guerre, si tu veux. Il y a des champignons qui libèrent déjà des substances et qui vont faire en sorte que ce que nous on apporte en termes de champignons et de bactéries, ça pourrait mourir en fait. Donc on a beaucoup de pertes quand on amène des ferments, on a beaucoup de pertes. Et c'est pour ça que dans un protocole, on le sait, il y a eu des publications scientifiques là-dessus qui démontrent indirectement la valeur de la mesure de la conductivité d'un sol. Et là, ça n'est pas pris en compte. On prend la conductivité du sol, ce qui va indirectement vous démontrer l'activité des micro-organismes du sol. Voilà, parce que là, on travaille avec de l'organique, on ne travaille pas avec du soluble. Donc ça, c'est très très important. Et je pense que sur des sols qui ont un faible niveau paramagnétique comme ceci, il n'y a pratiquement pas de vie. Donc si on n'amène pas les bons ferments au bon moment à la bonne température du sol, là, on va directement au tapis. Ça, c'est clair. Ce qui est, comment dire? J'allais dire marrant, mais c'est pas le bon mot, c'est pas marrant, mais ce qui est, je sais pas, enfin voilà, en tout cas, ce qui est visible, c'est qu'on voit qu'il y a des, sols qui sont en agriculture biologique, d'autres en conventionnel, d'autres en ACS et en TCS. Qu'est-ce que je voulais dire? Et on se rend compte en fait qu'ils sont tous à un niveau paramagnétique de base faible en réalité, hein. Donc, avec la théorie de Callahan, je dirais que c'est une bonne nouvelle parce qu'on pourrait améliorer ces sols, on pourrait les améliorer. L'extrait fermenté de luzerne, est-ce que c'est la bonne chose qui aurait dû être appliquée avec le basalte ou est-ce qu'il aurait fallu, je ne sais pas, chaque cas est différent, chaque sol est différent et c'est difficile de généraliser, dire faites ça pour tous les sols, mettez de la luzerne pour tous les sols. Est-ce que ça aurait pas été intéressant, bon, avec les mots, on peut tout faire, mais on est là pour en discuter. Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de un peu plus, comment dire, spécialiser pour, en fonction du type de sol, analyser, au regard des paramètres électromagnétiques, par exemple, physiques et chimiques et biologiques et adapter la recette, entre guillemets, au champ en question? Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, il y a deux paramètres très importants au travers de ce que tu as dit. Il y a la valeur pH qu'on doit prendre en considération. C'est-à-dire que là, on a des sols qui sont souvent au-delà de 8. Et là, on va quitter la capacité d'accueil en termes de valeur micro-organismes. Quand on est au-delà de 8 ou en dessous de 5,5, on sait que bon nombre de ferments ne vont pas bien fonctionner. Donc on va devoir s'atteler à remodifier ce pH et on va le faire justement en synergie avec du basalte et du compost. On sait que le basalte a une qualité, ce qu'on appelle amphotère. C'est-à-dire que si ton sol est beaucoup trop alcalin, il va le rectifier un peu dans l'acidité. S'il est trop acide, il va l'alcaliniser un peu. Parce qu'on a des matériaux acides, neutres et très alcalins à l'intérieur. Donc c'est vraiment le matériau idéal pour ça. Deuxièmement, on n'a pas pris en compte les valeurs redox du sol. Si tu as un sol qui est trop oxydé, ce qu'on ne sait pas,
il y a des ferments qu'on va pas utiliser, comme par exemple justement la luzerne. Ah ouais. Si on a des sols qui sont trop réduits, il y a d'autres ferments qu'on va pas utiliser. Quand on a des sols qui sont très réduits, on va miser beaucoup sur des têtes de compost, ce que Dominique Rugli, au centre expérimental du canton de Fribourg en Suisse, a démontré. Le thé de compost n'est pas une panacée, mais on va le mettre sur des sols qui sont plus ou moins réduits. Et on va sur des sols oxydés aller chercher dans d'autres ferments. Et on ne peut pas banaliser en disant qu'un extrait fermenté de luzerne, on pourrait le mettre sur tout type de sol, qu'il soit oxydé ou réduit. On doit déterminer la qualité et l'apport d'un ferment au travers de ses qualités redox, entre autres, notamment au niveau du pH. C'est multifactoriel et c'est ça qu'on enseigne. Et c'est dommage de ne pas monter des protocoles dans cet état d'esprit-là, quoi. Moi, dans un sens, c'est bien qu'il y ait de la recherche, qu'il y a de l'argent mis sur le sujet, parce que ça, c'est une étude à plusieurs dizaines de milliers, voire plus de 100 000 euros, je ne sais pas, mais on voit qu'il y a eu du travail derrière. Ça parle même de paramagnétisme, hein. Vous vous rendez compte, c'est bien, la recherche, ça avance, et on est content, c'est dans les documents officiels maintenant. Mais on est en train de discuter de comment il aurait fallu faire pour avoir des bons résultats. C'est ça qu'on est en train de discuter. Je me demande pourquoi, parce qu'on voit qu'ils utilisent quand même des produits que tu conseilles. Je me demande pourquoi ils t'ont pas contacté pour mettre en place les protocoles quand on voit ce dont tu parles, voilà, depuis des années dans tes livres, dans les vidéos, etc. Et puis, vous avez des agriculteurs avec vous qui utilisent ces techniques où il y a des effets. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns là, par exemple, s'il te plaît? Alors on a dans le monde de la céréale, par exemple, et encore, c'est des gens qui n'ont pas complètement appliqué l'ensemble des synergies, parce que pour moi, ils ont trop de surface. Ça paraît paradoxal, mais souvent, ils ont apporté du basalte avec des ferments et ils ont fabriqué ce qu'on appelle du compostage de surface. Et ils ont réussi à piéger énormément de matière carbonée au niveau du sol, augmenter le niveau de matière organique, donc in fine avoir un humus vivant, etc. Et d'avoir des résultats qui sont très probants. Par exemple, c'est des gens qui devaient payer leur rendement pour obtenir 110 quintaux il y a 15 ans en arrière. Ils devaient payer absolument ces 110 quintaux pour les obtenir. Donc j'ai fait en sorte qu'ils redescendent à 70 quintaux, mais ils n'avaient plus de charge en fait. Ils étaient à 2,47 € l'hectare en termes de frais de traitement. Donc c'est des gens qui sont passés, comme Philippe Houdan et Rachel, pratiquement à 150 jours de travail l'année, à 28 jours de travail l'année sur l'ensemble de leurs parcelles en céréales. Et ça, c'est très intéressant. En maraîchage, on a énormément de gens qui pratiquent cette méthodologie. Et c'est pour ça qu'on va certainement créer un film où on va aller chercher les témoignages par rapport à ça, parce que ça nous devient insupportable, en fait, de discriminer toute cette approche qui est une agriculture d'avenir. Si je suis excessif dans mes propos, mais c'est basé sur des postulats et des faits réels, on a en termes d'agroécologie, parce que notre méthodologie fait partie de l'agroécologie, des gens en termes de rendement de maïs qui sont entre 260 et 290 quintaux hectares. Ils sont dans le Guinness Book, quoi. Tu vois, c'est voilà. Simplement avec des apports de compost, des couvertures végétales, des engrais verts appropriés par rapport au niveau d'oxydation des sols. Tout ça, c'est une science en fait. Et l'idée, c'est pas tomber dans un piège d'uniformisation. C'est-à-dire qu'on peut pas faire du basalte ou d'un extrait fermenté ou du lombricompost ou de la lithofère ou je ne sais quoi une panacée. C'est comment adapter ces matériaux aux caractéristiques du sol. C'est-à-dire toi, tu vas pas forcément manger la même chose que moi. On n'a pas la même signature énergétique, on n'a pas le même système digestif. Et on pourrait faire une analogie avec ton système digestif et celui du sol. Ça dépend de la qualité des micro-organismes qui sont dans le sol et des sols qui ont reçu une histoire conventionnelle. C'est quand même des sols qui sont très pauvres. On a 80% des sols au niveau national qui sont en perte de matière organique et d'humus et qui frisent le désert quand même. Donc ce que l'on propose là, et j'aimerais beaucoup en partenariat avec le ministère de l'Agriculture créer des protocoles qui permettent de valider une agriculture qui nous emmène vers une autonomie financière et qu'on n'ait pas besoin de l'import-export, de tous ces transits, de tous ces flux qui nous emmènent à attendre des matériaux et qui quelquefois ne viennent pas parce qu'on a des problématiques géopolitiques. Donc l'idée c'est de s'émanciper de ça, de revenir à une agriculture locale. Et on l'a démontré, ça fait 30 ans qu'on démontre ça, et c'est quand même paradoxal. Là, on revient avec ma compagne de Tunisie, où là-bas, ils ont des meilleurs résultats que nous en agroécologie, parce que la politique le permet. La politique le permet en termes d'expérimentation, de mise en place de protocoles,
il y a un véritable échange. Voilà, ça c'est un énorme paradoxe quelque part, mais à nous d'aller chercher ce qui se passe aussi en Tunisie, en Afrique du Nord. Oui, donc dans l'idée, de ce que je comprends là avec, les ce qui est étudié ici, les différents extraits fermentés, lombricompost, basalte, micro-organismes, il faut faire tes compost et cetera. Ce sont des choses que à terme l'agriculteur, il peut produire chez lui. C'est je ne sais pas si c'est ce qu'il fait, la personne, je sais pas le prénom en tête que tu as parlé précédemment, pour dans l'objectif de baisser, l'achat d'intrants coûteux, je sais pas, des engrais de synthèse qui coûtent de plus en plus cher et là, bon, avec la crise actuelle, des 3 d'Ormuz et tout ça, on sait très bien qu'on va avoir, par exemple, j'écoutais hier, un économiste qui disait que, cet été, on va avoir, apparemment, il y aurait certaines pénuries au niveau du riz, après cet automne au niveau du maïs parce que, bah, ils auraient eu des problèmes avec les approvisionnements d'engrais et cetera. Donc la personne que tu cites, comment dire? Elle fait des économies parce qu'elle, achète moins d'engrais et elle substitue à des extraits fermentés qu'elle fait elle-même ou, on sort un peu de l'étude, mais c'est une question intéressante quand même. Les gens conformes, je vais pas les citer parce que j'ai pas leur autorisation, mais après, c'est pour ça qu'on va créer un film là-dessus aussi. C'est que ces gens-là fabriquent eux-mêmes maintenant leurs propres engrais, leurs propres composts, leurs propres amendements. C'est-à-dire que ils se sont voués corps et âme à acheter pendant des années, des décennies, des produits industriels qui a ruiné leur sol en fait. Voilà, leurs sols sont complètement anéantis, il n'y a plus de vie, c'est-à-dire qu'il nous reste quelques bactéries, quelques familles de bactéries, mais il n'y a plus de champignons, il n'y a plus de nématodes, il n'y a plus de mésophones, il n'y a plus de protozoaires, il y a plus tout ça. Tout ça, c'est détruit sur pratiquement plus de 80% des sols. Et même certains sols en agroécologie, quelquefois, où ils n'ont pas pris en corrélation toutes ces dimensions du vivant au niveau des sols. Donc c'est ça qu'on doit réinjecter. Moi, je suis quelqu'un de très basique. L'agriculture, elle doit être simple. Elle doit pas, on doit pas tourner autour du pot. C'est pas tomber dans le piège de la spécificité, de la complexité au niveau des produits commerciaux. C'est faire du bon compost, des bons engrais verts, apporter du basalte, parce que ça, c'est une ineptie de l'enseignement. Hein, c'est d'apporter du basalte. On ne devrait pas en apporter. Normalement, nos sols étaient suffisamment paramagnétiques un peu partout sur la planète, mais c'est l'ensemble de ces molécules de synthèse chimique qui ont détruit tout ce paramagnétisme. Nous le savons, toi et moi, que l'ensemble des molécules de synthèse chimique sont très diamagnétiques, et la vie sur des sols diamagnétiques ou faiblement paramagnétiques ne peut pas se développer. Et donc, on peut dire, pour spéculer scientifiquement parlant, que le basalte, c'est d'abord la colle de la vie, en fait. En dehors des propos qui sont tenus souvent au travers d'allégations commerciales, on va classer le basalte comme un engrais. On peut ne pas le voir comme ça, on peut le voir d'abord comme la colle de la vie. On recrée une énergie fondamentale qui permet à la vie de se développer. Il y a plein d'études scientifiques là-dessus, c'est quand même dommageable de ne pas en parler, quoi. Est-ce que si je mets de la lithosphère, du thé de compost ou des extraits fermentés, que je mets que ça et sur un sol qui est, en dessous de 100 micro-CGS, est-ce que je peux m'attendre à ce que ça soit bien ou, c'est trop réducteur de le dire comme ça? Il faut au contraire associer, comme tu le disais, avec des engrais verts, ouais, voilà. Je vais être très clair, ça marche pas. Ça marche pas. Je l'ai fait pendant 10 ans où j'ai apporté des extraits fermentés dans mes expérimentations sols, sans autre apport organique que mes extraits fermentés. Ça ne marche pas sur des sols qui sont faiblement paramagnétiques. Par contre, sur un sol qui a une dimension paramagnétique au-delà de plus 300 micro-CGS, voire au-dessus, comme je l'ai eu beaucoup dans le Morvan ou dans le nord du Vivarais, on a des résultats spectaculaires. On a divisé les arrosages par 2, on a des croissances qui sont multipliées par 2. Donc c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal. On a, je me rappelle, cette maraîchère lors d'un cours avec l'Agribio Ardèche, qui avait un sol à plus 1080 CGS, elle n'avait pas de rendement. Mais le jour où elle a amené les ferments, ça a décollé tout de suite. Elle n'avait pas besoin d'amener du basalte. Là, si on prend, on voit sur la carte, il y a eu, je sais pas, une dizaine de sites d'études. Nous, on est là pour avancer vers le positif, hein. Si on choisit un site d'études, je sais pas, Castelnau d'Arbieux, c'est pas loin de chez moi, dans le Gers. Imaginons, on veut tester donc les méthodes que tu proposes. Bon, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le démarrage? Qu'est-ce qu'on a comment on analyse et cetera? Si, les personnes qui ont fait, cette étude qui est un gros travail, c'est quand même bien mené, hein, je le dis, hein, on voit qu'ils ont cherché plein de choses. Ils t'appellent. On est en 2019-2020, ils t'appellent pour avoir des conseils, pour mettre en place ces expériences. Qu'est-ce que tu leur aurais dit?
par exemple? La première chose à réaliser, c'est déjà une analyse de sol complète. Non pas au niveau minéral ou atomique, c'est une analyse électromagnétique où on va mesurer le pH du sol sur 3 horizons, on va mesurer la capacité d'accueil au niveau des micro-organismes en surface au travers du pH. Ensuite, on va mesurer le niveau d'oxydation sur 3 horizons. Donc, c'est des flux anode-cathode au niveau du sol qui vont permettre de voir si ce sol favorise plutôt la vigueur au détriment de la vitalité. C'est très souvent, on a des méthodologies agricoles qui vont pousser à la vigueur, à la croissance au détriment de la résistance, par des apports de NPK en masse, à outrance. Ensuite, on va mesurer la conductivité du sol également sur 3 horizons. C'est ce qui va nous permettre de mesurer ce qu'on appelle le système isolant conducteur d'un sol. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est des années de recherche. Et indirectement, c'est ce qui permet de mesurer aussi l'activité des micro-organismes. Il faut savoir qu'une bactérie, c'est juste 0,5 volts par bactérie. Un champignon, c'est 0,5 volts par champignon. Donc, c'est beaucoup d'énergie. Tu as 500 millions par gramme de sol de champignons. Tu as plus d'1 milliard de bactéries par gramme de sol. Je te laisse faire le calcul en termes d'énergie stockée dans un sol. C'est phénoménal. Donc, on vient mettre ça en évidence. Et ensuite, on vient mesurer le niveau paramagnétique du sol juste en surface. Peut-être que c'est une erreur, mais je l'ai fait pendant 15 ans, je l'ai mesuré sur 3 horizons. Là, je me contente de la surface. Quand j'ai rassemblé tous ces paramètres, plus bien d'autres, ça va me permettre de dire, je vais apporter telle quantité de basalte, tel type de ferment, tel type de compost, d'accord, et je vais créer une synergie avec ce que je viens d'énumérer. Et là, ça ne peut pas rater. C'est obligé que ça fonctionne, en fait. Voilà. Et c'est là où un véritable protocole d'expérimentation serait valable. Si on monte un protocole où on définit ce que j'ai appelé moi le triangle de la fertilité, c'est-à-dire nos ferments avec toute la vie et les hormones qui sont dedans, les bactéries, etc. La nourriture de ces ferments, les composts ou des fumiers qu'on va adapter selon les caractéristiques du sol, et le basalte qui est la colle de la vie, parce que là je suis quand même hyper réducteur. Le basalte, c'est pas que ça. Voilà, il y a plein d'autres choses à l'intérieur, de la silice, du magnésium, des oligo-éléments, etc. Cette synergie de ces 3 apports-là, on pourrait les comparer avec une zone témoin, où on n'apporte pas le triangle. Mais comparé avec du basalte sol, je me répète, je suis un peu redondant, ou un extrait fermenté sol, ou un lombricompost sol, agronomiquement, c'est stupide. C'est stupide. La vie, c'est une synergie. On va pas isoler les éléments pour savoir s'ils fonctionnent ou pas. Ça, c'est une vision très atomiste, trop matérialiste de l'agriculture. Et si on veut développer du vivant, on doit créer des synergies. Et là, on a trouvé une très belle synergie qui permet de libérer des éléments vivants. Oui, basalte à 30 grammes par mètre carré parce que on voit d'autres études où ils mettent des dosages comme là, je disais l'université de Newcastle, ils en mettent 18 fois plus, ils mettent que de ça et ils montrent qu'ils arrivent sur l'avoine à augmenter de 19,6%. Donc, ils auraient pu en mettre moins s'ils avaient amené le compost, les ferments, ils auraient pu largement réduire ces doses. Voilà. On n'est pas obligé d'arriver à des doses aussi excessives pour avoir des rendements. Voilà. En tout cas, ça montre qu'on peut avoir des effets avec le basalte, ce que on ne voit pas dans cette étude. Or, on voit des études où il y a des effets. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Ok, donc on comprend, c'est ça, c'est avoir une analyse de base du sol pour adapter à ce sol et à ce milieu. Donc, qu'est-ce qu'on choisit comme élément, comme tu viens de le dire, pour améliorer les propriétés de ce sol. OK. Est-ce que tu aurais d'autres choses que tu aimerais dire par rapport à cette étude avant que j'ai d'autres questions qui me viennent en tête? Ce que je peux faire, c'est aussi mettre en exergue les propos de toute une multitude de scientifiques qu'on a sollicités par rapport à ce rapport Arvalis, donc des scientifiques de l'INRAE, des ex-chercheurs du CNRS, des agronomes. Et je peux dire qu'au niveau de l'analyse statistique, le rapport est complètement tronqué, en fait. Si on soumettait ce rapport à des statisticiens qui bossent à l'INRAE, ils ont bien rigolé, en fait. Donc, je peux, si tu veux, te donner quelques données qui sont là, qui permettent de mettre en évidence ce qui a été souligné par ces chercheurs et ces chercheuses. Donc, si je prends ces notes, c'est parce que je veux pas pervertir leurs propos. Mais il y a une confusion statistique, en fait, où un agronome me dit l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. À la fin de leur rapport, au niveau du rapport Arvalis, en fait, ils vont stipuler pas d'effet des produits testés sur les propriétés biologiques du sol au bout de 4 à 5 ans. Donc ces agronomes m'ont dit cette formulation est scientifiquement incorrecte
elle confond deux choses que la statistique distingue rigoureusement. Ne pas détecter un effet, ce que le rapport d'Arvalis mesure effectivement, dans ce cas, bravo. Prouver qu'un effet n'existe pas, ce que l'essai, dans ce cas le rapport Arvalis, n'avait pas la puissance de réaliser et de faire. En fait, voilà. Et à partir de là découle toute une série d'exemples où le nombre de répétitions est insuffisant pour mesurer les sols. D'accord. Donc là, je ne vais pas développer parce que c'est terrifiant quand on voit tout ce que me rapportent ces chercheuses et ces chercheurs. Le non-respect systématique des conditions d'application, le nombre d'observations inégales selon les produits, modification du protocole en cours d'essai. En conclusion, ces 5 problèmes, ça c'est à la base ce que ces chercheuses et ces chercheurs me disent, ces 5 problèmes ne sont pas des détails techniques, ils touchent au fondement de la méthode expérimentale, la capacité de l'essai à détecter un effet s'il existe, la validité des conditions de test et la comparabilité des résultats dans le temps et entre produits. Ce que le décès démontre réellement, dans des conditions d'application souvent sous-optimales et sur des sols sans déficience marquée, ces produits n'ont pas montré d'effet détectable sur le rendement en grande culture, c'est tout. Ce que l'essai ne peut pas conclure, que ces préparations sont inefficaces. Une telle conclusion nécessite un essai conçu pour le démontrer avec des répétitions suffisantes. Ces essais n'existent pas encore. Voilà, c'est ce que ces chercheurs disent, mais c'est un peu faux parce que si on regarde un peu dans le monde entier, il y a eu beaucoup de protocoles d'expérimentation qui démontrent qu'il y a des synergies entre ces apports et c'est dans cette direction qu'il faut aller. Oui, après, on voit dans ce rapport, moi, que j'ai pris connaissance hier, c'est vrai que quand je regarde le tableau là, des revendications évaluées dans les essais, en gros, ils montrent qu'en grande culture, d'après ce qu'ils disent, il n'y a aucun effet du lombricompost, il n'y a aucun effet du basal, il n'y a aucun effet du biochar, il n'y a aucun effet du Nutrigeo, il n'y a aucun effet de rien en fait. Les micro-organismes, la litière forestière fermentée, le thé de compost, les extraits fermentés d'ortie et de consoude. Euh, voilà, oui. Mais c'est ça nous amène à un véritable problème en fait. Je pense qu'à la base de la décision de ce protocole d'expérimentation, parce qu'en soi c'est chouette de réaliser des protocoles, mais pas comme ça. À la base, il fallait pas solliciter des commerciaux au travers de leurs allégations. Quels que soient les commerciaux, qu'ils travaillent en bio ou en conventionnel, c'est pas des commerciaux. C'est pas sur leurs allégations qu'on va appuyer un protocole d'expérimentation. C'est sur des gens comme nous qui avons énormément d'expérience au niveau agronomique et des résultats qu'on a obtenus. Si je vais chercher des allégations de chez Bayer ou Sanofi ou Syngenta, des allégations commerciales, elles sont souvent en inadéquation avec ce qu'on peut constater au niveau agronomique ou au niveau des tests sanitaires. Donc c'est un vrai protocole. On va chercher des chercheuses et des chercheurs qui ont une expérience et on confronte des regards croisés avec d'autres protocoles qui ont été réalisés déjà dans le monde entier. Et là, c'est comme si tout d'un coup, c'était la première fois qu'on réalisait un protocole au travers de ces produits, ce qui n'est pas le cas. Donc ça manque d'échange, ça manque de communication. Ouais, ouais. Ça, c'est redoutable et c'est des protocoles, je trouve, qui créent une scission. Et ça nous demande, nous, derrière, de réparer un travail. C'est dommageable parce que ils se sont émancipés de notre regard, de notre expérience. Et ça, c'est dommageable par rapport à tout ce qu'on a mis en place sur la planète. On fait partie de ces gens qui rêvent d'une agriculture d'autonomie, qui s'émancipe de l'industrie. Et je rêve aussi d'une industrie qui soit en faveur de l'autonomie agricole. Moi, je suis en guerre contre personne, mais je prône l'échange et je demande aux agents du ministère, à ces gens d'Arvalis, de venir nous rencontrer pour remonter un protocole qui tienne la route. Moi, j'ai rien à prouver ni à moi-même ni aux autres, mais je sais de quoi je parle. Par contre, en termes d'expérience, moi, j'ai pas à faire mes preuves en quoi que ce soit. Mais là, on doit défendre les valeurs d'une agronomie naturelle. Hein, l'agronomie conventionnelle qui utilise des molécules de synthèse chimique a fait ses preuves. C'est un cuisant échec. Le constat, il est là. Nos sols sont cramés, on a fait des déserts. Je peux donner des statistiques partout dans le monde entier où nos sols s'envolent même avec le vent. Dès qu'il y a une tempête, on perd tous les éléments nutritifs, on n'a plus de matière organique, on n'a plus d'humus, on a tout détruit, on a des sols qui ne sont plus capables de nourrir les gens. Il faut qu'on arrête aussi ce faux débat d'une agriculture conventionnelle qui pourrait nourrir la planète. On le sait statistiquement, si on pratique de l'agroécologie, on peut être à minima 215 milliards sur la planète sans souci, sans guerre en fait. Donc il faut qu'on arrête. Les statistiques ont été appuyées au niveau de l'agroécologie. Partout où on va, nous, on se déplace sur cette planète. Donc il faut relancer le débat et pas créer de la psychose ou de la névrose et pas créer du dualisme. En fait, c'est confronter nos méthodologies de manière à voir ce qui marche ou qui ne marche pas, mais au travers de protocoles qui peuvent le démontrer.
Oui, voilà, moi je suis pour le positif. Je trouve bien qu'il y ait de l'argent pour faire des études en agriculture, en prenant en compte maintenant le basalte, ce qu'on ne voyait pas il y a 10 ans en arrière, hein. Ce serait intéressant de mettre en place des nouveaux protocoles pour les prochaines études. On pourrait, par exemple, bon, moi j'ai beaucoup cherché sur le basalte, donc prendre en compte ce qui a été fait sur les 5 dernières années. On voit qu'il y a eu des recherches, que ce soit aux États-Unis, au Brésil, en Belgique, en Nouvelle-Calédonie. Voilà, et donc mixer ces différentes approches en prenant bien sûr aussi tes recherches pour monter des protocoles avec pour objectif, ben, comment dire, déjà sur le basalte, d'adapter les dosages au paramagnétisme, ensuite de faire des dosages adaptés ben, au sol et pas à 30 grammes par mètre carré, qui est très faible quand on est en dessous de 100 micro CGS. Voilà, donc c'est bien ce qu'il y ait des recherches là-dessus. Maintenant, ben, nous qui œuvrons pour l'agroécologie, moi, si toi on t'appelle pour mettre en place des protocoles, comme tu viens de le dire, c'est avec grand plaisir. Moi, si je peux aider aussi à ma petite échelle, c'est avec grand plaisir. Et, euh, et voilà, donc de toute façon, des études, il y en aura d'autres. Là, quand on voit, moi j'ai ouvert ce document hier et c'est vrai que ça m'a fait bizarre de voir qu'il y avait zéro effet de rien. Euh, donc, en commençant à analyser ce que j'ai regardé sur le basal, je commence à comprendre pourquoi il n'y a pas d'effet. Ensuite, sur les critères comme tu l'as expliqué, il ne faut pas redire ce que tu as dit, mais voilà, de bien analyser la parcelle avant pour adapter ensuite le protocole adapté à la parcelle pour avoir des résultats. C'est ça l'objectif. En vigne, vous faites aussi comment dire, ces triangles de fertilité agricole. Vous mettez en place dans la vigne aussi, vous avez des exemples? Ah oui, oui, à Beaune, on a eu tout un groupe de travail qui a été démantelé parce qu'on avait de très bons résultats. Mais on a travaillé pendant pratiquement 10 ans sur l'approche du triangle de la fertilité en viticulture avec de très très bons résultats. Et voilà, ces viticultrices et ces viticulteurs, ils existent, ils sont partout en France et on a été appuyé par la Maison de la Viticulture, les chambres d'agriculture, par des techniciennes, des techniciens, et on n'a pas attendu le ministère de l'Agriculture ou Arvalis pour monter des protocoles qui soient cohérents et en adéquation avec le vivant. Ça fait, je le dis et je le redirai tout le temps, ça fait plus de 20 ans que j'ai compris qu'on ne devait pas apporter du basalte seul. En fait, si on veut créer une synergie pour faire en sorte qu'il y ait une base d'accueil pour l'ensemble du vivant, dans sa grande diversité, euh, c'est de créer une agriculture simple, compost, engrais verts, basalte, extrait fermenté. Et là, on a gagné. On n'a plus besoin du reste. Donc, je suis désolé, hein, c'est peut-être ça embête les commerciaux, des choses comme ça, mais c'est revenir. Moi, Jean Boucher, j'ai été formé par Jean Boucher, ce grand chercheur de l'INRAE. Quand on avait monté un laboratoire en Suisse, Jean n'arrêtait pas de me dire l'agriculture doit être simple. Du compost, on doit refaire du compost, on doit apprendre à refaire du compost, voire du compostage de surface pour ceux qui ont des grandes parcelles. Et quand vous avez des trop grandes parcelles, donnez de la terre. Il y a des maraîchers qui attendent, ça c'est important. Souvent, il y a beaucoup trop de terre pour les céréaliers. Et pour moi, la céréale, c'est un faux aliment. Il faut revenir sur des aliments qui nourrissent l'humanité. Ça, c'est très important. On doit avoir l'audace et le courage de le mettre en avant, sans avoir épistémologiquement un rapport avec l'appât du gain ou quelconque commerce. On doit avoir un débat agronomique et non pas basé sur l'appât du gain. Et ça demande beaucoup d'audace. C'est pour moi un acte héroïque et on n'a pas à avoir dans notre besace des velléités commerciales derrière nos propos agronomiques. On parle d'autonomie, on parle des générations futures, de leur laisser des sols vivants. Et si on devait s'arrêter ici maintenant et que les générations futures devaient spéculer sur les sols qu'on leur a laissés, ils vont au tapis. C'est la mort assurée. Voilà, et c'est cette direction qu'on prend. Hein. On sait que grosso modo, en 2052, pratiquement 80% des sols seront des déserts si on continue sur le même cheminement agronomique basé sur les molécules de synthèse chimique. Il faut absolument ouvrir les yeux. Il n'y a pas de psychose, de paranoïa là-dedans. C'est des études scientifiques qui le démontrent. Je suis en ce moment en train de les relire. C'est effarant de voir à quel point nos politiques ne réagissent pas par rapport à ça. L'idée, c'est d'aller chercher les bonnes personnes. Ils ont de la chance, nous, on n'attend rien derrière ça. Tu vois, on n'est pas sous l'effet de l'appât du gain, on est juste des gens passionnés. Après, l'agriculture, bon, je veux pas faire politique, mais bon, avec tous ces accords Mercosur et tout ça, malheureusement, on sait que le monde agricole vit une période difficile. Euh,
voilà, c'est dur d'être agriculteur, hein, parce que on te demande de faire des rendements, les sols ils sont bien souvent morts. Celui qui veut faire la transition, il n'est pas forcément formé à des techniques alternatives. Ça prend aussi du temps de se former. Peut-être qu'il faut changer le matériel aussi parce que ben, c'est d'autres pratiques. Je sais pas, quelqu'un qui veut passer d'un champ classique en semi-direct sous couvert, ben, il doit changer peut-être la machinerie et tout ça. Ça demande du temps et de l'énergie de revenir à une agriculture plus en phase avec la nature, hein. Il y a eu, voilà, avec la révolution dite verte après-guerre et tout ça, où on a développé à fond la chimie, il y a eu des dégâts qui sont, comment dire, c'est pas simple, quoi, de revenir en arrière et de changer le système. Voilà, mais bon, petit à petit, brique par brique, hein, je pense que c'est ce que tu fais, c'est ce que je fais aussi à ma petite échelle, apporter voilà, des solutions pour le positif. Et là, c'est ce que l'objectif de discuter de ça aujourd'hui, de cette étude d'Arvalis, c'est euh, ben aussi c'est ça, c'est pour comment on pourrait apporter des solutions et du positif pour montrer que ces techniques elles fonctionnent en fait en réalité. Ouais, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Je pense que ce protocole d'expérimentation qui a été réalisé par Arvalis, c'est un cadeau qui nous est offert aussi parce que ça permet aussi un éveil de conscience, ça permet de discuter entre nous sur l'état de nos sols et sur de nouveaux protocoles. On doit repenser, nous sommes faits pour le non-advenu, créer quelque chose qui n'existe pas. Donc on doit repenser ensemble, j'insiste, ensemble, on se construit qu'avec l'autre. On doit repenser, réimaginer des nouveaux protocoles. Et les protocoles qui sont réalisés actuellement, même en termes d'agriculture biologique ou agroécologie, ne sont pas appropriés, ils ne sont pas en accord avec les matériaux avec lesquels on travaille. En fait. Donc on doit repenser nos protocoles d'expérimentation. Et là, je sollicite Nous, on s'est émancipé des chercheuses, des chercheurs de l'INRAE ou d'autres. Pourquoi? Parce que il y a quelques velléités commerciales, mais je les appelle à revenir vers nous d'une certaine manière et de s'émanciper de toutes ces velléités qui sont basées, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'appât du gain pour repenser nos protocoles d'expérimentation. Je suis intimement convaincu. C'est une force de conviction basée sur mon expérience de tout ce que j'ai mesuré. Ça fait 30 ans que j'analyse des sols, un peu partout sur la planète. Et je vois que quand les gens appliquent ce type de méthodologie, et il y en a bien d'autres en termes d'agroécologie, on vit très très bien. L'INRAE a quand même réalisé une étude qui a duré 12 années, et ils ont démontré que la culture biologique est viable. Est viable. Nous pouvons très bien vivre de l'agriculture biologique avec des techniques qui nous amènent à l'autonomie. Avant la pétrochimie, ils arrivaient bien à manger, à vivre, ils faisaient pousser de la nourriture, oui, donc il y a une vie après la pétrochimie, on a envie de dire, hein. Tu vois les rapports que j'ai ici au labo en agroécologie, on a des rendements de 220, 300, 400, 500, 600%. C'est-à-dire on est très largement au-dessus des rapports de l'agriculture conventionnelle. Mais là, il y a une forme d'omerta en ce qui concerne ces protocoles d'expérimentation qui dévoilent la vérité, en fait, que nous pouvons vivre très très bien avec des rendements spectaculaires en termes d'agroécologie. On redonne une dimension à l'eau, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'autant d'eau qu'on imagine pour avoir de très bonnes cultures. C'est de redynamiser, retravailler avec ce qu'on appelle l'eau verte, arrêter de travailler avec l'eau bleue qui est dans les nappes phréatiques, etc., etc. Donc on a tout ça à repenser. Nous, on le fait et partout à l'étranger, mais pas en France parce qu'on n'y arrive pas, parce que c'est très compliqué. On a des barrières, des barrages administratifs et politiques. Et j'aimerais vraiment, j'invite les politiques à nous rencontrer et discuter une véritable agriculture. C'est ça, en fait, un vrai pas en avant, c'est d'arrêter de prôner une agriculture pour nourrir la planète qui a fait ses preuves et qui nous montre à quel point nos sols sont devenus des déserts. Quand je roule et je vais donner des cours et je vois des centaines d'hectares de terre en ce moment qui sont noyés sous l'eau, il ne faut pas me dire que ces sols sont des bons sols. Quand je vois des centaines d'hectares de sols qui sont brûlés, cramés par le glyphosate, et quand j'analyse ces sols, il n'y a plus de collemboles, il n'y a plus de vers de terre. Et je sais, là, j'ai une tonne d'analyses scientifiques qui démontrent que le glyphosate est toxique sur les vers de terre, sur les collemboles, Enfin, voilà, il faut qu'on revienne à des vrais débats courageux et qu'on arrête de se mentir et de créer des vraies rencontres pour les générations futures. Moi, c'est la seule obsession qui me reste, hein, c'est
de mettre en place une agriculture pour les générations futures. Ça c'est vraiment moi je trouve qu'elle est belle cette obsession. Oui, oui, ben, OK, oui, c'est donc faire du lien avec, pour les protocoles, faire du lien avec les chambres d'agriculture, ou ouvert au dialogue, c'est ça, pas ne pas rentrer en confrontation, mais être ouvert, au dialogue. Après, voilà, moi, juste par rapport quand tu parlais, ça me faisait penser, c'est vrai que en fait, on vit une période quand même qui est, heu, difficile dans le sens où on a conscience quand même des choses et on se rend bien compte que dans l'agriculture aussi, par exemple, ben, je sais pas, si j'achète une tomate, à l'hypermarché du coin, ben, elle a plus de goût, hein, parce qu'on a mis NPK, ça fait, la turgescence, hein. La tomate, elle grossit, mais elle est blindée d'eau, donc produire pour produire sans avoir du goût derrière ou le but, certes, c'est d'avoir une agriculture, productive, mais aussi avec des aliments sains, avec du goût, qui respectent la planète. C'est sûr qu'avec les mots, on peut tout faire. En réalité, c'est bien plus compliqué, hein, bien sûr, hein, les agriculteurs, ils font beaucoup de leur mieux avec, les difficultés qu'ils ont, au quotidien. Moi, je trouve bien ce message, positif, voilà, d'aller vers, le sens de si tu peux aider, qu'on te contacte à faire évoluer, ces protocoles, pour une étude, ça serait bien. Une étude, s'il y a des fonds, hein, qui sont mis là-dedans, c'est des fonds, publics, hein, donc le public aussi, il a soif d'agroécologie, hein, comment dire? On le voit, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de manger des aliments sains, hein, en réalité, hein, donc c'est pour le bien public, tout simplement. Voilà, peut-être qu'il y aura des nouvelles études, on lance un appel, je lance un appel, peut-être qu'il y aura des nouvelles, études, heu, pour les années à venir et avec des protocoles, heu, par exemple Éric Petiot, pris en compte, dans ces, études. Merci Eric, voilà pour cette, présentation, comment dire? On voulait, enfin tu avais à cœur de donner ton avis sur cette étude. Bon, forcément, j'imagine que ça pas on n'a pas pu aborder tous les éléments. C'est difficile en peu de temps, d'autant plus qu'on est sur un rapport quand même, il y a du gros travail derrière, hein. On voit, ils ont fait le boulot sur plein de sites, donc c'est difficile d'aller dans tous les détails, mais on a compris donc enfin moi en tout cas j'ai compris, je pense que vous avez compris aussi, vous êtes pas bête, l'approche, et ce que tu voulais apporter, dans cette vidéo. As-tu un mot de la fin peut-être, pour, ceux qui nous écoutent? Je voulais juste remercier toutes ces chercheuses et ces chercheurs qui m'ont aidé aussi à éplucher ce rapport Arvalis, de manière à aller vers un demain qui soit plus positif en termes d'expérimentation. OK. Ben merci, merci à tous, au revoir, bonne fin de journée. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la partager, vous abonner, mettre un commentaire. Vous pouvez aussi nous soutenir sur permafuture.com dans l'onglet stage ou boutique. Et merci, au revoir.